Sur beaucoup d'aspects, on pouvait dire que Charles avait réussi sa vie. À 50 ans, il avait obtenu ce que la plupart des humains rêvaient. Une épouse et un fils aimant, une fortune qui le maintenait en tête du classement des personnalités les plus riches de la planète, une propriété sur une île privée et jalousement protégée sur laquelle veillaient une trentaine d'employés, sans oublier une santé éblouissante. Oui, on pouvait dire que Charles avait réussi sa vie. Si ce n'était ce rêve récurrent, il aurait pu continuer à rencontrer les grands de ce monde, ou encore enchaîner les longueurs dans sa piscine avec vue sur la mer, ou s'offrir un nouveau voyage dans l'espace, proposé par son ami Richard, avec lequel il s'était associé sur 2 ou 3 autres entreprises, si ses souvenirs étaient exacts. Les rêves sont, paraît-il, le reflet de nos désirs enfouis ou de nos peurs, et Charles Soucieux consulta 2 des meilleurs psychanalystes mondiaux. Outre leurs avis contradictoires, ils ne connaissaient pas la solution, sinon la prescription d'antidépresseurs, auxquels se rajouteraient 3 consultations par semaine durant une dizaine d'années, tout au plus. Pressé de se débarrasser de ses pensées parasites, il préféra se jeter à corps perdu dans ses projets, ouvrit un centre commercial, puis un deuxième, changea sa flotte de jets et voyagea partout dans le monde. 6 mois plus tard, il ne pouvait que constater que son rêve avait envahi chaque espace de libre de chaque cellule de son corps. Et s'empêcher de dormir n'était pas la solution idéale. Au plus aurait-il tenu 2 jours. Ce n'était pas le moment. Entre l'élection du nouveau président et le dîner qui s'ensuivrait, l'ouverture de nouvelles usines dans le sud-est de l'Asie, sans oublier la construction de son hôtel-casino au cœur d'un désert dont il ne se souvenait plus le nom, il n'avait vraiment pas le temps d'écouter qui que ce soit. Et encore moins le signe envoyé chaque nuit durant un rêve dont, étrangement, il se souvenait chaque détail avec une facilité effrayante. Son cœur, qui ne battait que pour le bonheur, lui fit quelques frayeurs, et alerta la bourse qui chuta presque immédiatement, malgré les démentis de ses avocats et la conférence de presse de son conseiller. Son médecin personnel lui prescrivit du repos, seulement du repos. Contre toute attente, Charles accepta. Comment n'avait-il pas compris le message avant cette date ? Il confia les rênes de ses affaires à ses plus proches collaborateurs et à sa femme. Seul, il voulait être seul. Il donna congé au personnel de sa propriété pour une durée indéterminée. Il voulait voir son île privée désertée. Il débrancha les caméras de surveillance, éteignit ses téléphones portables, les ordinateurs, les télévisions et même la cafetière programmable. Il se mit à rire sans savoir pourquoi exactement, puis sortit, nu, sur sa plage privée. Il mit près d'une bonne heure à faire le tour de l'île. Il pensa que s'il disparaissait maintenant sur le coup, il faudrait au moins 2 jours, au mieux, avant que quelqu'un, mais qui, ne donne l'alerte. Il avait été clair avec tous, ne pas le déranger, et c'était un ordre. Durant les 2 premières semaines, Charles s'habitua à être bercé par le léger ressac sur la plage, à se réveiller au rythme du soleil, à apprécier son coucher flamboyant. Il délaissa les horaires réguliers et ne se soucia plus des heures. Il ne s'habilla plus. À quoi bon ? Il aimait sentir la chaleur du soleil sur sa peau, la sensation de ses pieds sur le sable mouillé et la liberté incomparable qu'il vivait au jour le jour le rendait sage. Il apprécia le chant des oiseaux, les courses des rongeurs qui traversaient le petit bois au cœur de l'île, la discrétion des lézards sur les murs de sa chambre. Il se souvint, un matin, que son épouse adorée et ses collaborateurs finiraient par le contacter. Il rebrancha son ordinateur, leur adressa un mail à peine courtois, il les informait de sa décision de prolonger ses vacances de quelques semaines supplémentaires. Il les remerciait de faire passer l'information à tous les employés, avocats, actionnaires. Ne cita aucun nom précisément, car aucun ne lui venait à l'esprit. Puis il débrancha la machine et partit s'allonger dans le transat près du bassin aux nénuphars. Il suivit du regard une libellule bleue, puis une autre et encore une autre, qui semblait glisser à la surface de l'eau. Georges. Il s'appelait Georges, il en était sûr. Charles se remémora son grand-oncle, par des bribes de petits détails sans importance, puis son cousin, James. Il serait le 3e. On ne peut pas dire avec certitude que cette information le désolait. Elle aurait eu plutôt l'effet de l'apaiser. Pour le moment, son nouveau loisir, qui l'occupait des journées entières, consistait à nommer les couleurs flamboyantes des ailes des papillons de son île. Orange, jaune, rouge vermillon,
vert, bleu turquoise, et ce ton chaud et chatoyant, dont le nom lui restait sur le bout de la langue. Il le savait depuis peu de temps, après cette fatigue soudaine, mystérieuse, son rêve récurrent, il avait compris. Et cette voix venue de nulle part qui lui chuchotait la même phrase « Dépêche-toi de vivre ». Elle était si belle, cette phrase. Il l'avait retenue, et ce simple fait provoquait la venue de larmes silencieuses qu'il laissait couler le long de ses joues. Les vacances, même forcées, ne durent qu'un temps. Lorsque le yacht accosta au ponton, il vint à la rencontre de son épouse aimée et de 2 hommes, probablement des avocats, non sans avoir remis son peignoir. C'est à pas lents, comme ceux d'un convalescent, qui les rejoignit. Tous le trouvèrent en bonne forme, le visage reposé. Mais, tout comme ses visiteurs, les actionnaires s'impatientaient, ses contacts politiques et professionnels le réclamaient, sa famille espérait que tout redevienne comme avant. Avant ce cœur qui s'emballe, avant cette lubie de milliardaire de laisser tomber ses affaires, juste pour voir si elles tenaient sans sa présence. Il allait être déçu, ses affaires justement se portaient à merveille. Elles continuaient leur vie, tranquilles ou affolées. Mais tous ces réseaux politiques, financiers qu'il entretenait, son rôle commandait qu'il reprenne la représentation. Il fallait qu'il retrouve ses idées, ses folies, sa façon unique d'attirer l'argent, encore plus d'argent. Ces 3 personnes face à lui, dans ce grand canapé en cuir blanc, 2 hommes et une femme, lui souriaient, le suppliaient et gâchaient ses grandes vacances. Il devait leur dire quelque chose. Sa femme, dont le prénom, souvent remplacé par ma chérie, amour, cœur, lui facilitait les choses. Et ces 2 costumés, avocats ou conseillers, qui étaient-ils ? Charles se souvenait qu'il commençait souvent ses phrases, quel que soit l'interlocuteur, par « mon ami, mes amis ». Le sentiment d'avoir été adoubé par leur seigneur leur donnait ce zèle des mercenaires quand ils sont bien payés. « Ma chérie, mes amis, vous avez fait un long trajet pour venir me voir, mais je ne reviendrai plus. Mon monde est cette île. » Non, il n'était pas fou, il ne voulait pas divorcer, n'entretenait pas de liaison amoureuse et ne se droguait pas. Il avait décidé, pour la première fois de sa vie, de faire quelque chose pour lui. C'est volontairement qu'il se décidait de se couper du monde, même s'il pensait au fond de lui que ce monde-là ne lui manquerait pas. Il expérimenta la théorie du chaos, et comme un simple battement d'aile d'un papillon peut déclencher une tornade à l'autre bout du monde, son départ risquait de provoquer une réaction en chaîne. Les politiques ne seront plus là pour protéger son empire. Ces milliers d'employés se retrouveraient au chômage, les actions chuteraient, et tout ce qu'il avait bâti les 30 dernières années partirait en fumée. Charles remit entre les mains de son épouse bien-aimée toutes les décisions qu'il ne voulait plus prendre. Ses avocats régleraient les modalités de cette succession étrange, et il en était sûr ne remettrait pas en cause la bonne marche du monde. Un ouragan finit par mourir, et la nature reprend ses droits. Il en serait ainsi de ses affaires, de sa vie. Il était certain que rien ne changerait, et que ces mêmes amis, ces politiques qu'il encensait aujourd'hui, l'oublieraient plus rapidement que lui ne le pouvait. Ses invités finirent par le laisser, se promettant de revenir s'il ne donnait pas régulièrement de ses nouvelles. « Vous savez où me trouver, répondit-il. Et dans les yeux de son épouse, il ne lisait pas seulement de la peur, il y lut de la pitié. Entre ses promenades dans son jardin d'Éden et l'étude des couleurs des papillons, Charles trouva une certaine sérénité dans le silence de son paradis. Un matin, il passa en revue tous les noms ou les visages de ceux qu'il avait connus. Il eut plus de mal qu'il prévoyait pour lier les deux. Des noms lui échappaient, des visages s'effaçaient. Son empire lui parut dérisoire, et ses années à enchaîner les contrats, les réussites, les voyages, des moments perdus. Qu'avait-il retenu de ces 50 années de vie ? Et si le meilleur restait à venir ? George, James, et maintenant lui, Charles. Les médecins parleront de facteurs héréditaires. Il pensera à une malédiction familiale. L'Alzheimer précoce. Ce monstre tapi dans son cerveau ne lui laissera pas de répit. Il en était aux prémices, à l'appel du pied de son implacable ennemi. Il décida de l'accueillir, non comme un adversaire, mais comme un allié. Et cette unique occasion de choisir ce qu'il désirait, seul sur une île, lui apparut comme un ambitieux projet. Même avec cette maladie dans le corps, dans la tête, il ne pouvait s'imaginer autrement que fourmillant d'objectifs à atteindre. Apprendre à sentir, les yeux fermés, pour ressentir de l'intérieur le véritable parfum du monde. Respirer, non pour vivre mais pour exister.
sentir l'air entrer dans ses poumons et souffler doucement. Entendre les chants des oiseaux, le bruit des vagues, celui de la pluie sur le toit, le vent qui souffle et sentir le soleil qui embrase le corps. Regarder la vie autour de soi, ne faire plus qu'un avec son monde. Oui, ressentir et ne faire qu'un avec le monde. Voilà le véritable sens de la vie. Charles, une fois de plus, avait raison. On l'oublia avec une facilité déconcertante, et il en fit de même sans le savoir. Personne n'est venu le déranger dans son Éden, et nul doute, aujourd'hui encore, qu'il profite de ce que la nature offre de généreux et de précieux, en lui offrant un autre trésor oublié, le temps.